Bien. Donc on va demander à Corinne Godemire et à Cyril Gauthier de revenir. Et est-ce que vous avez des questions donc, pour ces trois présentations? En tout cas, permettez-moi de vous féliciter pour tout ce que vous faites en région. Quelle énergie ça demande. Bravo. Madame. Juste, excusez, deux questions pour le docteur Cyril Gauthier de Dijon, qui a une structure très large et très multidimensionnelle. Donc la question concernait la formation de médecins généralistes spécialisés dans la prise en charge. Donc d'après ce que j'ai compris, vous proposez à certains médecins d'avoir une formation avant la chirurgie, après la chirurgie. Et ces médecins-là suivent le patient, non? C'est pas ça. Ce qu'on propose, c'est on va faire une sorte d'appel d'offres, enfin d'appel à candidature aux médecins généralistes via le Conseil de l'ordre régional. Ceux qui seront intéressés viendront se former en groupe. Donc on a l'intention de créer des binômes médecins et diététiciennes identifiés sur les territoires pour être des relais de proximité. Mais c'est pas les former avant après la chirurgie. D'accord. Parce que non, on avait d'autres pathologies pour lesquelles on avait le même problème. Ça posait un problème vis-à-vis du malade qui était suivi par un médecin généraliste qui n'était pas forcément formé à la pathologie. Vous voyez le problème relationnel à la fois du côté du médecin généraliste et du côté du malade en lui demandant de changer de médecin. C'est pas le faire changer de médecin, c'est l'orienter sur un médecin qui pourra le suivre. Oui, sauf qu'avant, il a quand même un médecin généraliste, qui n'est pas forcément le même que celui qu'il suivra ultérieurement. Le souci, c'est que tous les médecins généralistes ne veulent pas être formés. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Deuxième question rapide. Vous avez dit que dans votre structure avec des hôpitaux de jour, vous pouviez reprendre les patients après chirurgie qui avaient des problèmes. Et comment vous faites, le médecin vous les envoie, vous n'avez pas de statistiques de suivi, quoi, en gros. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que vous faites des rappels? Vous dites, on les revoit systématiquement, nos patients. Il y a une hospice de jour qui sert à ça, donc il y a une fréquence de suivi. Et ensuite, là par exemple, hier, j'ai reçu un mail d'un médecin généraliste qui suit une patiente, un bypass qui vomit depuis une semaine. Elle est passée en hospice de jour aujourd'hui, elle est hospitalisée dans la foulée. En gros, à 2 ans, vous avez combien de suivi en pourcent? On a 18% de perdu de vue à 3 ans. C'est bien. Moi, je voulais savoir, donc en fait, il y a un nombre très important de patients, je ne me souviens pas très bien des pourcentages, qui passent en post-opératoire immédiat chez vous. 42% dans la filière privée, 80% du CHU. Alors, est-ce que ces patients qui passent chez vous, ils vont avoir un meilleur suivi au long terme? Parce que le suivi à court terme, il est en général fait. Le problème, c'est le suivi à long terme. Je suis à 3 ans, il faut me laisser un petit peu de temps. Franchement, je pense et j'espère, parce qu'il y a une dynamique de groupe qui se crée dans ces programmes. Derrière, on a les associations de patients qui entretiennent ça, parce que les associations de patients viennent directement à la clinique faire de l'activité physique. On offre les locaux pour que l'association vienne faire de l'activité physique. Tout le territoire est maillé au niveau associatif. C'est très bien, mais il faut évaluer les résultats. Donc, c'est la même question pour les activités sportives. Est-ce que le fait de faire ce qu'ils font, là, ça améliore les résultats? Est-ce que vous avez des chiffres à Nancy? Alors, j'ai absolument aucun chiffre, puisque cette structure existe depuis un peu plus d'1 an et que nos statisticiens avaient dit qu'il fallait au moins 3 ans pour avoir des chiffres convenables. Il y a actuellement 240 patients qui sont inclus dans le centre. Et pareil, pour pouvoir faire une belle étude, avec une puissance statistique, il faut avoir un petit peu plus que 400 ou 500 patients. Donc on vous répondra plus tard, avec plaisir. J'ai un attaché de recherche clinique, sa fonction c'est ça. Vous travaillez dans un SSR et toute votre activité, une grande partie de votre activité repose sur les hôpitaux de jour qui sont financés différemment de ces hôpitaux de jour des MCO standards, c'est ça. C'est-à-dire que si demain vous passez à la T2A, est-ce que votre système est économiquement viable? Est-ce que vos SDJ sont qualifiés et est-ce que vous allez pouvoir continuer? Je ne suis pas le directeur financier, mais s'il nous laisse continuer... la T2A dans les SSR, ça fait combien de temps qu'on en parle? Pour l'instant, il n'y a rien de... C'est toujours en discussion. On a un énorme problème à ce niveau-là. C'est qu'effectivement, donc avec une circulaire, nous impose un certain nombre d'actes et
de présence d'autres disciplines dans le cadre des hôpitaux de jour. Et actuellement, il y a une chasse des caisses d'assurance maladie. Vous avez de la chance, parce que même à Nice aussi, c'est la même chose. Voilà. Il y a beaucoup d'activités qui étaient faites en hôpital de jour qui ont été non remboursées par l'ARS. Sur des MCO. Sur des MCO. Sur des MCO. Donc, vous avez sur les MCO, on fait différemment. On ne fait pas de l'hospitalisation de jour. Sur les MCO, on a salariés, diététiciennes et psychologues par le MCO. Après, les consultations de médecins et de chirurgiens restent des consultations libérales. Mais on a salariés, diététiciennes et psychologues sur les MCO. C'est pas de l'hospitalisation de jour. C'est de la consulte, et dans le cadre de la consulte, ils peuvent voir les métiers suivants. Et donc, dans le MCO, ce que vous avez fait à votre clinique 7 mars, c'est ça, voilà. Donc, en fait, c'est les honoraires des médecins et de tous les actes qui payent. C'est un peu comme Patou à Lille, ils ont fait une unité médico-chirurgicale. Ils ont jumelé les deux. Et en jumelant les deux, le GHS du geste chirurgical permet de financer. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Et puis j'ai une autre question. Votre structure, elle est payante pour le patient ? Oui, actuellement, donc elle est payante. Ça va de 30 à 50 euros par mois. C'est un écueil, effectivement, puisque tout le monde n'adhère pas. C'est quand même ça a un coût. Outre le fait qu'on est quand même dans une région assez rurale et que les patients qui sont opérés ou qui sont pris en charge habitent assez loin, donc ils n'ont pas forcément 1 à 2 fois par semaine la possibilité de venir sur Nancy. Actuellement, donc l'ETP est en cours de validation par l'ARS, et donc ce partenariat avec le CHU permettra d'avoir une enveloppe permettant de financer 7 mois de prise en charge dans la structure sportive, en plus de toute la prise en charge nutritionnelle et psychologique. Donc elle se fera au CHU. Si j'ai bien compris, vos activités physiques que vous faites pratiquer par vos patients sont prises en compte par la sécurité sociale? Absolument pas. Absolument pas. D'accord. Pas du tout. La sécurité sociale, donc les caisses, on les a donc sollicitées dès le départ. Donc la CRAM qui a ensuite sollicité la CNAM, et donc en fait il n'y a eu aucune réponse de ce côté-là. Les mutualistes, alors étonnamment, ces mutualistes qui ont répondu le plus présent, il y a 2 mutuelles que je ne citerai pas aujourd'hui, mais qui répondent présent pour la prise en charge de leurs affiliés. Et quand on a sollicité l'ARS, ils ont trouvé ça très intéressant, mais ils voulaient prendre, en tout cas en Lorraine, prendre ça en charge sous forme d'un programme ETP, c'est-à-dire d'un programme un petit peu transversal, pluridisciplinaire, et en plus en partenariat public-privé. C'est pour ça que donc ce programme va voir le jour prochainement. D'accord. Et alors, pour pénétrer par Internet sur votre site en forme, oui, il faut un code d'accès? Alors il y a un site de présentation, mais après tous les patients qui donc adhèrent au centre, on leur donne un code d'accès, effectivement. Ils ne peuvent voir évidemment que leur fiche d'évaluation, c'est où ils voient leur marge de progression en termes de différentes statistiques, évidemment le poids, le périmètre abdominal, l'impédance-métrie, etc., toutes les performances physiques. Et ils voient aussi toutes leurs vidéos à domicile que je vous ai dit, et ils peuvent s'inscrire directement. Effectivement, ça se fait par un code d'accès. Merci. Une question derrière, s'il vous plaît. Bonjour, je voulais juste une précision à celui qui a parlé du sport, je ne me rappelle plus, de la lipolyse. Ah, c'est vous? Oui. Je vais loin, je ne vois plus. En fait, donc pour un individu lambda, au niveau de la lipolyse, on sait que c'est entre 65 et 70%, vous savez, la médecin. Et vous disiez que pour une personne en surpoids et en obésité, ça variait. Oui. Et qu'il y avait un test en fonction de sa sédentarité, enfin si j'ai bien compris, qui pouvait nous le faire évaluer. C'est lequel? Pour évaluer ça, c'est la VO2 max. Alors je vous dirais, je pourrais même pas tellement vous expliquer. Non, c'est pas ça. C'est pour savoir. Vous savez, la VO2 max, il y a la formule 220 moins. Il y a plusieurs. Ça, c'est la fréquence cardiaque maximale. Oui, mais après, on fait 70% de. Enfin, c'est une estimation. Parlez du crossover point, c'est ça? Voilà, le crossover point, c'est en fait à partir du moment où la glycolyse prend le pas sur la lipolyse. C'est-à-dire que c'est l'activité, c'est l'intensité de l'activité à partir de laquelle le recrutement énergétique se fait plus sur la phase anaérobie que la phase... Tout à fait. Et oui, chez le lambda moyen, c'est entre 65 et 70% de la... Vous avez vu la VO2. Mais vous avez dit que chez l'obèse... C'est dévié sur la gauche. Voilà. Et oui, il y avait un questionnaire ou je ne sais pas quoi qu'il faisait pour estimer
la sédentarité C'est est de manière précisée. complètement empirique, si vous voulez. Mais il n'y a pas, d'accord. Je crois qu'il y avait de manière quelque empirique. chose. C'est le... Non, parce qu'on peut. En fait, c'est de manière empirique. On sait que la corrélation de la fréquence cardiaque maximale pour l'âge, enfin le pourcentage de fréquence cardiaque maximale pour l'âge et la VO2 max à obtenir pour être dans cette phase de lipolyse, elle se situe entre 50 et 70%. Oui. D'accord ? Comme on ne peut pas mesurer cette VO2 max et comme on doit quand même tenir compte de l'aptitude physique au départ, voilà, de manière empirique, les médecins du sport et les nutritionnistes ont séquencé de 5 en 5 en fonction du niveau du patient de départ. C'est-à-dire que des groupes 1 et 2, la cible sera entre 50 et 55%, le niveau 3 sera entre 50 et 60%, voilà. Alors le groupe 1, c'est quoi? Le groupe 2, c'est ça. Quel est le critère pour dire qu'il est dans le groupe 1 et l'autre? Vous l'avez vu, c'est la grille d'évaluation. C'est ça, c'est ce que je demande. Donc il y a un score, on obtient un score entre l'aptitude physique et donc le score de Ritchie-Gagnon, on obtient un score. Ce score permet de classer les patients. C'est ce score que je voulais. C'est cette grille que je voudrais avoir. Ritchie et Gagnon. Voilà, c'est ça. Ritchie et Gagnon. C'est cette grille que je voudrais. RI2CI, plus loin Gagnon, comme ça se prononce. Moi, je voudrais poser une question à Corinne parce que je la vois pas souvent, comme elle l'a dit. Donc, voilà. Donc, vous avez dit, on peut 50% des patients qui doivent être opérés, qui sont candidats, ont des troubles du comportement alimentaire. Donc, voilà, c'est pas une contre-indication à la chirurgie. Comment vous faites pour l'idée, oui, c'est vrai que quand on les repère, donc, parce qu'encore une fois, ils le disent pas spontanément, on impose finalement dans ce parcours, ce mini-parcours, parce que nous, on est très modeste par rapport à tout, je me sens toute petite, encore plus, on introduit la notion du suivi psychologique, justement, où on oblige ces patients à avoir au moins 5 consultations avec la psychologue en question. C'est-à-dire que moi, je les vois une fois, je les prépare, je leur dis, peut-être ça serait bien. Donc, ils voient une fois la psychologue, il faut qu'il y ait un travail d'alliance thérapeutique, parce que ce que j'ai dit, notre but à nous, il est plus au long terme, en fait, finalement. C'est pouvoir fournir un couple ressources, on va dire, au long terme. Les gens, ils sauront à qui ils s'adressent. Et donc, il y a tout un parcours qui est fait en amont, avec des entretiens avec ces psychologues qu'elles mènent au moins obligatoirement 5 fois. Et après, on les revoit et éventuellement, ils reprennent après la chirurgie. Alors, le nerf de la guerre était... Tout le monde va partir. Il y a un autre micro. Oui, le nerf de la guerre, c'est vrai que c'est un souci pour certains. On a une psychologue très sympa qui adapte ses tarifs pour certains. C'est-à-dire qu'elle est capable de... À la clinique, elle fait des tarifs pour certains de 30 €. Et alors que sa consultation à Nice est sur 60 €. Et j'ai une psychologue très sympathique. Donc c'est ça aussi la difficulté, c'est pourquoi j'ai insisté là-dessus. C'est effectivement pour certains patients. Alors on leur explique aussi que cet investissement, c'est pas à perte en fait. Hein. Et quelqu'un a dit ce matin, je l'ai retenu, que des fois ils ont dépensé multiples choses dans plein de techniques, donc certaines boutiques où il y a 40 €, j'ai appris ça assez récemment, par semaine de produits à acheter en tout genre. Avec un régime hyper restrictif. Donc, quelque part, je pense que mon travail, il est aussi un peu là. C'est de leur expliquer que c'est nécessaire et qu'une fois, finalement, au départ, ils ont beaucoup de honte à l'exprimer, ces problèmes de troubles des conduites. Mais une fois qu'ils ont lâché le morceau, j'avoue qu'ils sont soulagés quelque part de quelque chose. Et finalement, ils comprennent, ils adhèrent facilement. Et le frein financier, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas un frein, mais ce n'est pas le plus important. Écoutez, merci beaucoup. On a un petit peu de retard, on va avancer. Très court, oui. J'ai une réponse pour les médecins généralistes formés, pas formés. L'idée est très bonne pour les intervenants. Oui. Et en fait, il est très possible pour un généraliste d'orienter vers un autre généraliste. Ça s'appelle la majoration de coordination des généralistes. C'est ce que font aussi dans les nutritionnistes, je pense. Donc on peut, étant médecin traitant, diriger vers un autre médecin traitant avec un courrier et un retour de sa part. C'est possible. Merci.